Bonsoir à tous, bienvenue dans Euronews Soir et merci d'être avec nous pour cette édition. À la une de l'actualité aujourd'hui, cap à l'extrême droite au Brésil. Au lendemain de son investiture, Jair Bolsonaro a pris une première mesure qui menace les terres des populations autochtones. Le nouveau président se donne 100 jours pour mettre en route les premières réformes. Le chef de la diplomatie britannique dit non à un deuxième référendum sur le Brexit. Les députés doivent bientôt se prononcer sur le projet d'accord signé avec Bruxelles, mais Londres se prépare aussi à une sortie brutale de l'Union. Un accident de train a fait au moins 6 morts ce matin au Danemark. Un objet tombé sur les voies serait à l'origine du déraillement. Les conditions météo ont ralenti l'action des secours sur place. Et puis c'est un visage peu connu du Salvador. Le pays d'Amérique centrale veut développer le tourisme et attirer les amateurs de vagues. Moins de 24 heures après son accession au pouvoir pour diriger la première puissance d'Amérique latine, Jair Bolsonaro a pris une mesure symbolique. Le tout nouveau président du Brésil s'est assuré d'avoir la main mise sur l'octroi des terres aux peuples autochtones, des terres déjà menacées par les appétits des poids lourds de l'industrie. Romain Gauguelin. Les Brésiliens ont découvert que la première mesure annoncée par Jair Bolsonaro aura été d'augmenter de 4,6% le salaire minimum de ses compatriotes. Le revenu plancher atteint désormais 225 €, soit 9,80 € de plus qu'en janvier 2018. Le choix d'une augmentation modeste semble annoncer la politique d'austérité que pourrait conduire le nouveau président brésilien. La deuxième mesure décidée par Jair Bolsonaro concerne la démarcation des terres indigènes que le président considère surdimensionnées. Le dossier est désormais entre les mains du ministère de l'Agriculture et les défenseurs de l'environnement craignent une accélération de la déforestation de l'Amazonie. À noter parmi les mesures polémiques promises, la libéralisation du port d'armes à toute personne pouvant justifier d'un casier judiciaire vierge et la carte blanche laissée aux policiers et aux militaires face aux criminels présumés. Pour revenir sur ce changement de cap au Brésil, Christophe Garrache a interrogé Gaspar Estrada, chercheur à Sciences Po et spécialiste de l'Amérique latine. Jair Bolsonaro, le nouveau président d'extrême droite, vient de prendre ses fonctions à Brasilia. Va-t-il tout simplement copier et s'aligner sur la politique de Donald Trump ? Il y a, de mon point de vue, une véritable volonté de la part de Jair Bolsonaro de s'aligner sur les positions états-uniennes, de créer une sorte de communauté de valeurs entre les deux pays, que ce soit en ce qui concerne le refus du multilatéralisme, la criminalisation des migrants, une volonté très clairement de privilégier le nationalisme dans les relations internationales. Est-ce que cela sera bénéfique pour le Brésil? Je ne le pense pas, mais c'est les mois qui viendront qui nous montreront cela. Vous ne pensez pas non plus que Jair Bolsonaro puisse concrétiser sa menace de sortir de l'accord de Paris sur le climat? Je pense qu'il y aura de pressions très fortes de la part notamment de l'agribusiness et des secteurs liés au milieu d'affaires pour éviter que le Brésil quitte l'accord de Paris, puisque le Brésil n'est pas les États-Unis. Le Brésil dépend énormément de ses exportations de matières premières et notamment de soja et de viande pour pouvoir avoir ses surplus commerciaux. Et aujourd'hui, si le Brésil quitte l'accord de Paris, eh bien, il y aura des conséquences, que ce soit politiques, économiques, je pense notamment aux pays européens et à la France. Gaspar Estrada, merci beaucoup pour ce décryptage. L'extrême droite connaît aussi une véritable percée en Espagne après avoir joué les arbitres lors des dernières régionales en Andalousie le mois dernier. De plus en plus d'électeurs se disent prêts à franchir le pas à quelques mois des européennes et des municipales prévues dans plusieurs villes du pays. Les précisions de Christelle Petrangari. 2019 sera-t-elle l'année de Vox en Espagne, l'année où le parti d'extrême droite de Santiago Abascal pourrait faire une entrée fracassante au Parlement et deviendra une force clé pour la formation d'un gouvernement.
Selon 2 sondages publiés cette semaine, si des législatives avaient lieu aujourd'hui, Vox remporterait 13% des voix, soit entre 43 et 45 sièges. Un lancement stratosphérique de l'extrême droite en Espagne au détriment du Parti populaire qui passerait de 33% des voix à 19% seulement et perdrait près de la moitié de ses sièges. Des conservateurs talonnés par les libéraux de Ciudadanos qui progressent avec 18,8% des voix. Ces enquêtes d'opinion montrent également que l'échiquier politique national penche vers la droite, comme c'est déjà le cas en Andalousie. Si le Parti populaire, Ciudadanos et Vox joignaient leurs forces, ils obtiendraient une majorité absolue au Congrès avec 189 sièges. Selon ces sondages, le Premier ministre socialiste Pedro Sánchez ne pourrait pas rester au pouvoir. Le PSOE, avec près de 23% des voix, obtiendrait les mêmes résultats qu'en 2016, insuffisant pour gouverner, même avec les apports en voix du parti de gauche radical Podemos et des formations nationalistes catalanes et basques. Il n'y aura pas de seconde chance pour les électeurs britanniques. Le scénario d'un nouveau référendum sur le Brexit a été formellement écarté par le chef de la diplomatie du Royaume-Uni, alors que les sympathisants de gauche plébiscitaient cette solution. Après le dernier discours combatif de Theresa May le 31 décembre sur le Brexit, le gouvernement britannique remonte au créneau cette semaine pour tenter de convaincre les députés encore très hésitants à voter en faveur de l'accord négocié avec l'Union européenne. En déplacement à Singapour, le ministre des Affaires étrangères s'est de nouveau opposé à l'hypothèse d'un nouveau référendum. Nous devons nous rappeler qu'un Brexit sans accord causerait des perturbations qui pourraient durer un certain temps. Mais un second référendum serait aussi incroyablement dommageable, parce que nous sommes une démocratie. Les Britanniques nous ont donné leurs instructions. Ils nous ont demandé de quitter l'Union européenne et ils s'attendent à ce que nous poursuivions dans cette voie. La question d'un nouveau référendum secoue surtout le parti travailliste. Selon un tout dernier sondage, une très large majorité d'adhérents du Labour souhaitent un second vote, malgré les hésitations de Jeremy Corbyn, le leader de l'opposition. Corbyn, qui a créé la stupéfaction en déclarant avant les fêtes qu'il restait persuadé que le Brexit aurait bien lieu, même si les travaillistes gagnaient d'éventuelles élections anticipées. Face à tant d'incertitudes, le gouvernement britannique se prépare donc au pire. Il vient de signer un contrat de 120 millions d'euros avec 3 compagnies maritimes pour renforcer le trafic transmanche en cas de Brexit sans accord. Cela faisait une trentaine d'années que le Danemark n'avait pas connu d'accident ferroviaire aussi grave. Celui qui a frappé ce matin, un train qui circulait en direction de Copenhague a coûté la vie à plusieurs passagers. 6 personnes ont été tuées et 16 autres blessées dans l'accident ferroviaire qui a frappé le Danemark ce mercredi matin. Le drame s'est produit lorsqu'un train de passagers a percuté un objet tombé d'un train de marchandises qui circulait en sens inverse. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'objet à l'origine du drame pourrait être une remorque de camion qui se serait détachée d'un wagon du train de marchandises. Les enquêteurs interrogent les conducteurs des 2 trains et analysent les vidéos de surveillance du pont où l'accident a eu lieu pour tenter de reconstituer comment précisément le drame s'est déroulé. Nous étions en mouvement et tout d'un coup, il y a eu un grand fracas. Puis les fenêtres nous ont explosé à la figure et nous sommes tombés par terre. Et puis le train s'est arrêté. L'accident a eu lieu au petit matin ce mercredi sur le pont du Grand Belt qui relie l'île de Zélande où se trouve Copenhague à celle de Fioni. Le trafic ferroviaire et routier a été suspendu plusieurs heures et le Premier ministre danois a présenté ses condoléances aux familles des victimes. Il s'agit du pire accident ferroviaire au Danemark depuis 1988. La tension monte entre Pékin et Taïwan. Le président chinois Xi Jinping juge la réunification avec l'île inévitable et ne compte pas se limiter à la voie diplomatique. Xi Jinping promet à Taïwan la réunification et défie son homologue taïwanaise Tsai Ing-wen en réaffirmant que Pékin ne renoncera pas à la force pour récupérer l'île. Selon le président chinois, l'indépendance de Taïwan ne pourra conduire qu'à une impasse et la Chine doit être réunifiée.
Les Chinois ne devraient pas combattre leurs compatriotes chinois. Nous sommes prêts à faire de notre mieux, avec la plus grande sincérité, pour la réunification pacifique de la patrie. Parce que cela sert au mieux les intérêts des compatriotes d'outre-mer et de la nation tout entière. Nous n'exclurons pas l'usage de la force et toutes les options nécessaires. Cela vise une intervention étrangère ainsi que le petit groupe de militants indépendantistes et séparatistes. Cela ne vise absolument pas les compatriotes de Taïwan. Taïwan et le continent sont gouvernés séparément depuis la fin de la guerre civile chinoise et la prise de pouvoir par les communistes sur le continent en 1949. Xi Jinping s'oppose tout particulièrement à la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen. Le peuple taïwanais chérit les valeurs démocratiques, c'est son mode de vie, a déclaré mercredi la présidente taïwanaise en réponse au discours de Xi Jinping. Depuis son arrivée au pouvoir en 2016, Tsai Ing-wen refuse de reconnaître l'unité de principe de l'île et du continent et elle reproche à Pékin d'avoir multiplié les manœuvres militaires à proximité de Taïwan. À Madagascar, les deux camps multiplient les accusations de fraude après la proclamation des résultats de la présidentielle. La Haute Cour constitutionnelle dispose encore d'une semaine pour trancher sur les recours formulés par les deux principaux candidats et par des membres de la société civile. Mais en attendant, les manifestations se poursuivent. À Madagascar, la victoire à la présidentielle d'Andj Radzoel ne passe toujours pas. Ses opposants sont à nouveau descendus dans la rue pour contester les résultats. Un rassemblement interdit en plein cœur de la capitale est rapidement dispersé à coups de gaz lacrymogène. Samedi, déjà des milliers de partisans du candidat malheureux Marc Ravalomanan s'étaient mobilisés. Ils réclament un comptage des voix au niveau de la Cour constitutionnelle. Il faut vraiment que la vérité sorte, car la population malgache souffre. Tout est corruption ici. Que ce soit quand tu passes un examen, peu importe ce qu'on fait, il y a toujours de la corruption. Faites éclater la vérité. Andj Radzoel a remporté le second tour de la présidentielle avec 55% des suffrages contre 44% pour son rival, Marc Ravalomanan. Les partisans de l'ancien chef d'État demandent une disqualification du président élu pour fraude et corruption de la commission électorale. La plus haute instance judiciaire du pays examine actuellement les requêtes de Marc Ravalomanan et doit rendre son jugement d'ici le milieu de la semaine prochaine. En Inde, une décision de la Cour suprême à l'origine de tensions dans le Kerala. L'autorisation d'entrer dans des sanctuaires religieux enfin accordée aux femmes a suscité de violentes manifestations. Des affrontements en plein cœur de l'État indien du Kerala. Des forces de l'ordre obligées d'intervenir à coups de gaz lacrymogène et de canons à eau. Au centre de la colère de ces hommes, deux femmes qui sont entrées dans un des sanctuaires indiens les plus sacrés de l'hindouisme, le temple d'Ayappa. Un lieu jusqu'ici interdit aux femmes âgées entre 10 et 50 ans. Mais depuis septembre, la Cour suprême a autorisé les femmes à s'y rendre, provoquant la fureur des hindous traditionnalistes. Nous ne voulons pas revenir en arrière, nous voulons aller de l'avant et nous voulons l'égalité des sexes et la justice entre les sexes. Sur ces images, on voit les deux femmes pénétrer à l'aube dans le temple. Elles sont désormais sous protection policière. En Inde, la plupart des sanctuaires sont interdits aux femmes ayant leurs règles car considérées comme impures. Mardi, des millions d'entre elles ont formé une chaîne humaine de plus de 600 km de long en faveur de l'égalité des sexes. Une démonstration de force qui n'aura pas joué en leur faveur. La Cour suprême a accepté de réexaminer sa décision d'autoriser les femmes à entrer dans ce temple. C'est un pays d'Amérique centrale plus connu pour sa violence qui pousse de nombreux ressortissants à l'exil que pour ses ressources naturelles. Et pourtant, le Salvador recèle des plages uniques et aspire à devenir une destination de choix pour les passionnés de surf. Bienvenue dans ce petit paradis des surfeurs. Encore peu connu pour ses vagues et ses plages de sable noir, le Salvador entend devenir une destination référence pour les passionnés de glisse. Ce tout petit pays d'Amérique centrale, coincé entre le Guatemala et le Honduras, a pour terrain de jeu l'océan Pacifique. Certains l'ont déjà compris en s'installant dans le village d'El Zonte. Avec le surf, c'est toute une industrie qui s'est développée.
Il y a d'abord le sport, et une fois que vous développez le sport et que vous commencez à faire du surf, vous commencez à avoir le style de vie d'un surfeur. Et dès que vous avez le style de vie, il y a une industrie qui vient répondre à tous les besoins de ce style de vie. Ce que nous essayons de faire, c'est de tout relier et de développer le surf comme sport, comme mode de vie et comme industrie. Cela aura un impact important pour le Salvador. Le surf pour améliorer l'image du Salvador gangréné par la violence et la guerre des gangs, mais aussi pour aider les communautés locales. Marcelo met ses installations au service d'une ONG locale qui organise des activités de santé et d'éducation. C'est aussi l'occasion d'offrir du travail aux habitants. Il y a un tel potentiel humain, un potentiel touristique. Il y a un potentiel même avec ce que Puro Surf fait avec son école de surf. Il y a tellement de choses qu'un hôtel et une entreprise comme celle-ci peuvent faire pour vraiment développer le pays, exposer les talents et le potentiel du pays et éradiquer certains stigmates. Selon le ministère du Tourisme, 2 millions de visiteurs sont venus au Salvador en 2016, un nombre qui a augmenté de près de 10% l'an dernier. C'est la fin de cette édition préparée par l'équipe francophone. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver toute l'actualité sur les réseaux sociaux et sur notre site. Très belle soirée à tous.